Bonjour à tous. Alors j'ai pris le parti un peu osé, vu les contraintes du temps, de faire un tour d'horizon assez large des travaux que nous avons effectués à Gaël sur les étiquetages, notamment avec Anne Lacroix, Paolo Crosetto et Bernard Ruffieux. Mais ce dernier m'a rappelé que l'appel du 18 juin a pris bien moins de 10 minutes, donc je me dis que j'ai toutes mes chances. Mais donc du coup, je vais m'efforcer à vous donner des messages plutôt simples. Et si vous paraissent simplistes, je m'en excuse par avance. Alors, je vais faire d'abord un premier mot rapide sur la méthode. Donc, l'économie expérimentale consiste à reconstituer en laboratoire des situations économiques simplifiées. Mais le mot d'ordre, c'est avec un contrôle des variables poussé pour les expérimentateurs. Alors, le contrôle, ce n'est pas l'unique obsession des expérimentalistes, il y en a plein. Il y a notamment la reproductibilité, donc ça veut dire que n'importe qui dans le monde doit être capable de pouvoir reproduire vos résultats. L'autre obsession, c'est les incitations. Donc en tant que bon économiste cynique, on pense que seul le marché avec des réelles conséquences monétaires peut révéler la vérité. Et enfin, la crédibilité. Alors la communauté des expérimentalistes nous interdit l'usage de la tromperie, comme cela peut être le cas notamment en psychologie expérimentale. Le but ici, c'est qu'on a besoin que les sujets nous croient lorsqu'on énonce des instructions. Alors, l'économie expérimentale est de plus en plus utilisée pour l'aide à la décision publique. Un des gros avantages, notamment, c'est qu'on peut tester des actions alors qu'elles n'ont pas encore été mises en place. Et c'est pour ça qu'il y a la mention ex ante dans mon titre. Et notamment, ce fut le cas pour les étiquetages dont je vais parler tout de suite. Alors pour le contexte, vous le connaissez, hein, on devient de plus en plus gros et puis on a de plus en plus chaud. Alors une des réponses politiques pour le premier problème, ça a été la position d'un étiquetage sur les aliments. Et là, la question qu'on va se poser, mais quel format cet étiquetage? Et donc du coup, il existe un large spectre d'étiquetages qui se différencient sur plein de dimensions. Et là, je vais me concentrer sur deux dimensions, notamment la nature du message. Donc on voit par exemple sur les tableaux nutritionnels à droite, que le message est descriptif, avec des informations chiffrées. Et à droite, par contre, on va avoir un message qui va être prescriptif, avec l'utilisation de couleurs, c'est-à-dire qu'on va donner un avis qualitatif sur le produit. La deuxième dimension, c'est la concentration du message. Donc, par exemple, à gauche, on voit que l'information est éclatée, donc on va dire que c'est une information qui est analytique, et elle va donner des informations sur tous les nutriments. Alors qu'à droite, on va avoir une agrégation de l'information. L'information va être agrégée et elle va être réduite en un seul signal de qualité. Alors, le passage entre ces deux extrêmes, en fait, il n'est pas neutre et il dénote en fait un changement de paradigme, notamment sur le rôle de l'État et aussi sur la nature du consommateur. Donc, à gauche, l'objectif va être de réduire la symétrie d'information et donc, du coup, fournir l'information la plus exhaustive possible. Et donc, voilà, résoudre les défaillances de marché, ça on connaît bien chez les économistes. Alors qu'à droite, on va plutôt essayer de changer les comportements. Donc, le mot à la mode, c'est nudger, c'est-à-dire on va essayer aussi de corriger des biais comportementaux. Donc, à partir de là, chacun se positionne. Et donc, du coup, on va avoir d'abord le ministère de la Santé. Donc, du coup, dans le cadre de la loi du 26 janvier 2016 sur la modernisation de la santé, on va avoir pour objectif de simplifier le choix du consommateur. Donc on va vraiment se positionner à la droite de mon petit schéma ici. Et ce positionnement va générer une levée de bouclier importante. Alors voilà, des levées de bouclier importantes attendues, comme par exemple les firmes agro qui ont un peu peur, et on peut le comprendre, qu'il va y avoir une ostracisation de certains produits. Mais cette tension, elle s'est même vue au sein du gouvernement d'alors, et notamment à notre ministère de tutelle. Et donc, du coup, pour résoudre un peu ce débat houleux, Marisol Touraine, au ministère de la Santé à l'époque, a eu l'idée de réunir tout le monde autour d'une table, tous les parties prenantes des systèmes agroalimentaires, et elle a dit, de manière un peu... Voilà, je simplifie, hein, évidemment. Voilà, chacun présentez-vous votre champion, votre étiquetage, et on va vérifier ça sur le terrain. Donc, on a organisé une grande campagne expérimentale dans 60 supermarchés, et l'étiquetage qui sera le plus amène à améliorer la qualité nutritionnelle des caddies alimentaires va remporter la compétition. Alors, vu l'enjeu du débat, et pour s'assurer... Ah oui, j'ai oublié de dire, Céline, évidemment, tu as participé donc, à l'analyse statistique avec Olivier.
Mais vu l'enjeu du débat, Marisol Touraine s'est dit qu'on a peut-être besoin d'un plan de backup et pour s'assurer aussi qu'il y ait vraiment des résultats qui ne soient pas gris. Et donc là, le laboratoire a apporté certaines garanties à ce niveau-là, notamment grâce au contrôle dont je vous ai parlé. Et c'est là qu'on entre en piste. Et donc du coup, on a fait un petit magasin expérimental à Grenoble et on a invité des consommateurs à faire leurs courses alimentaires chez eux, avant et après la position d'un étiquetage nutritionnel, notamment pour utiliser la méthode que tu as très bien décrite avec une méthode de diff-and-diff. Alors les résultats, l'ampleur et les écarts des résultats sont bien plus importants en laboratoire comme on l'attendait, mais peut-être qu'on n'attendait pas une si grande ampleur. Mais les conclusions sont les mêmes. Alors il n'y a pas de spoiler, hein, c'est le Nutri-Score qui est arrivé vainqueur, qui est sorti vainqueur, et notamment bien devant l'étiquetage en bleu ici, qui sont les Nutri-Repères, et qui est un peu voilà, le tableau nutritionnel dont j'ai décrit au début, c'est-à-dire un message qui est descriptif et chiffré et analytique. Alors ça, c'est un exemple vraiment marquant sur l'utilisation de l'économie expérimentale pour l'aide à la décision publique, mais en fait, c'est la partie seulement émergée de l'iceberg. Donc en fait, on a un programme de recherche qui a été élargi pour bien comprendre pourquoi on arrive à ce résultat-là. Et notamment, on a fait de la recherche qui reprend un peu tout le parcours client du consommateur, de l'exposition jusqu'à la décision finale qui est l'achat. Et notamment, on s'est intéressé notamment à l'impact de l'étiquetage sur la perception des consommateurs. Et donc, du coup, on a demandé à nos sujets, voilà, on a présenté des aliments. En fait, on n'a pas présenté les aliments, on a juste présenté l'information de l'aliment, d'accord, comme on voit un peu sur les images ici. Et l'information était soit chiffrée, soit colorée. Et on faisait aussi varier le nombre de dimensions. Et là, il y a deux résultats marquants. Le premier, c'est que les couleurs exaltent les jugements. Et donc, on a vu que, par exemple, les mêmes sujets jugent les mêmes produits de manière différente. Et notamment, on a trouvé que lorsque l'information est colorée, les gens pensent que les produits sont moins sains. On a aussi mis certains de ces sujets voilà, dans des IRM pour voir si le processus cognitif est le même. Et en fait, il s'avère que seul un étiquetage monochrome, c'est-à-dire un seul signal, est intuitif. Dès que l'information est chiffrée, et même s'il est coloré, mais dès qu'il est multiple, qu'il y a deux informations, là, c'est les circuits neuronaux propres au calcul, et donc plus intuitifs. Ensuite, on s'est intéressé à la faculté, à la capacité des consommateurs à utiliser l'information. Donc voilà, on a fait un peu un concours. Les gens devaient déterminer quel produit est le plus sain parmi plusieurs options. Et là, on s'est intéressé à deux critères, la rapidité de la décision et le taux de bonne réponse. Avec l'hypothèse simple, c'est que les couleurs sont plus rapides, mais comme c'est moins précis, il va y avoir un taux de réponse plus faible. Alors la première hypothèse a été vérifiée, ce n'est pas une surprise, mais en revanche, la deuxième, non. C'est-à-dire que les informations chiffrées n'améliorent pas vraiment les taux de bonne réponse. Enfin, on s'est interrogé aussi sur l'assimilation de l'information, et notamment la capacité du consommateur à utiliser l'information pour construire un régime alimentaire. Donc, par exemple, ici, on a demandé aux gens de composer un menu. Alors, ils devaient choisir un produit par ligne, et ils avaient pour CD soit une information chiffrée, soit une information colorée, vous commencez à avoir l'habitude. Et voilà, et ils étaient rémunérés s'ils réussissaient à remplir des objectifs nutritionnels qu'on leur donnait en avance. Donc ces objectifs étaient plus ou moins compliqués. Mais les résultats, c'est que les informations chiffrées permettent des régimes plus sains. En d'autres termes, ils avaient juste à faire les calculs, donc c'est un exercice arithmétique. Mais en fait, cet avantage disparaît dès lors qu'on introduit un peu de stress. En l'occurrence, ici, c'était une contrainte de 2 minutes. Et là, par contre, les couleurs deviennent plus avantageuses. Et je vais finir ici. Voilà, l'étiquetage qui nudge, parce que c'est le mot à la mode, c'est-à-dire l'emporte sur l'étiquetage qui informe. Là, je mets un petit bémol, je dis au moins à court terme, parce qu'en fait, tous les tests que nous, on a fait à Gaël, mais aussi dans la littérature, ne s'intéressent pour l'instant qu'à des impacts immédiats. On ne sait pas ce que ça donne à long terme. Alors ça, vous le voyez, le Nutri-Score est en train de gagner la bataille culturelle, c'est-à-dire qu'il est partout, il passe à la télévision, il s'internationalise. Et donc voilà, il risque aussi d'avoir une petite sœur, un Nutri-Score, c'est-à-dire qui va s'attaquer aux enjeux environnementaux. Et enfin, je finirai par la dernière note, avec la digitalisation des modes de consommation alimentaire. Voilà, toutes les opportunités d'action publique s'ouvrent, parce que maintenant, l'emballage n'est plus le seul vecteur d'information. Je vous remercie pour votre attention.